Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir. Salut Nina. Aujourd'hui, une question de Barbara sur un sujet popularisé ces dernières années. Et oui, mardi, après l'amour toxique, aujourd'hui, on va parler de perversion narcissique. Et justement, c'est cette banalisation du terme qui questionne notre auditrice Barbara. Elle nous explique qu'après 13 ans d'analyse, elle a compris qu'une bonne partie de ses déboires, je cite, venaient du fait qu'elle était attirée par des traits similaires à ceux de sa mère dans ses relations amicales, amoureuses et professionnelles. Elle décrit sa mère comme, je cite, quelqu'un structurellement incapable de tenir compte des besoins d'autrui, capable d'entrer en relation uniquement en faisant usage de la manipulation et de la séduction. Aujourd'hui, Barbara se sent équipée pour identifier les traits de celles et ceux qui ressemblent à sa mère, mais elle nous dit aussi que ceux qu'elle connaît, qui ressemblent à sa mère, vont très bien. Alors elle se demande si c'est une pathologie, la perversion narcissique, et puis elle se demande aussi est-ce que c'est une névrose, et on avait consacré une mini-série à la névrose, donc elle se dit est-ce que c'est une névrose, mais est-ce que ça peut être une psychose, mardi, bref, c'est quoi la perversion narcissique ? Eh bien, Barbara et sa question extrêmement bien formulée me posent une colle, mais je vais tout de même donner 2 ou 3 éléments de réponse. En fait, la question de Barbara explicite parfaitement toute la difficulté de poser ce diagnostic de pervers narcissique sur une personne qui va bien. Je ne reviendrai pas sur la définition psychanalytique de cette organisation parce que je ne privilégie pas cette orientation théorique dans ma pratique. Néanmoins, je rappelle ceci pour celles et ceux qui voudraient se renseigner, la catégorie de pervers narcissique a été créée par un psychanalyste du nom de Paul-Claude Racamier. Pour ma part, je n'ai pas étudié cette classification, c'est peut-être un tort, mais c'est aussi un choix théorique et éthique. Barbara souligne que les pervers narcissiques qu'elle connaît ne souffrent pas. Comment soigner, comment traiter quelqu'un qui ne souffre pas, qui ne consulte pas, qui ne se retrouve dans aucune institution de soins ? Au fond, que fait le pervers, si ce n'est mettre sa propre division subjective dans l'autre ? C'est-à-dire qu'un pervers amène plutôt les autres à vaciller, à se diviser plus qu'ils ne le sont déjà, et donc c'est eux qui vont être amenés à consulter. Une personne névrosée, quand elle va voir un psy, c'est parce qu'elle ressent un besoin. Il y a une angoisse qui pointe en elle. Elle repère un symptôme et une répétition. Une personne psychotique, elle, va consulter quand elle sent que l'effondrement n'est pas loin, que les repères jusqu'ici stables deviennent menaçants, effrités, voire détruits, ou bien carrément, parce qu'à la faveur d'une circonstance, elle se met à délirer franchement. Et là, cette personne elle-même ou son entourage s'adresse à une structure de soins. Et alors, elle fait quoi, la personne perverse ? Eh bien, la personne perverse, et rappelons qu'elle est rare, situe son angoisse dans l'autre. Barbara a raison. Ça passe par la manipulation d'un autre, réduit à l'état d'objet, qui va éprouver la division, la faille du pervers à la place de celui-ci. Et là, on rencontre un premier problème. C'est l'autre qui se dit qu'il y a un problème. Non qu'il n'y en ait pas, mais c'est celui qui subit, qui se trouve dépositaire, voire récepteur, de la souffrance désavouée du pervers. Et là, posons-nous 2 minutes. Je suis presque sûre que celles et ceux qui nous écoutent sont en train de se dire « Ah bah, mais machin, je suis sûre qu'il est pervers ». Et j'en viens à ce que Barbara a écrit, à juste titre – on en voit partout et pourtant ils existent. Et bien sûr que les pervers existent, mais dans le même temps, le mouvement de manipuler un autre au profit d'une économie de souffrance est quelque chose de très répandu. D'où la difficulté de poser une étiquette fiable. Mardi, j'imagine que c'est à dessein que vous retirez l'adjectif narcissique accolé à l'expression pervers dans vos explications à vous. Mais oui, je vous trouve très observatrice, Nina. J'ai en effet un peu abandonné l'épithète narcissique au fur et à mesure de mon discours. Peut-être parce qu'il est plus difficile de dire de quelqu'un que c'est un pervers que de l'étiqueter pervers narcissique. Dans l'imaginaire collectif, le pervers, ça révulse, il repousse. Là où le pervers narcissique, lui, il attire, il séduit. Une sorte de pervers finalement déguisé, un pervers social, loin de l'exhibitionniste en imperméable à la sortie de l'école primaire.
Et pourtant, l'exhibitionniste jouit autant de faire surgir son sgeg que de l'effroi qu'il produit sur celui ou celle qui le surprend. C'est la même logique. La production d'effroi délocalisé chez l'autre pour pouvoir continuer de dénier son effroi personnel. C'est ça, la perversion. Et c'est vrai que c'est lassant. Ça ne laisse que peu de place à la contingence. Le scénario est établi à l'avance. Le même fait retour inlassablement, produisant à chaque fois la même excitation. On pourrait même presque parler, pour ces pervers, de jouisseurs en série. Et l'autre, celui qui en est victime, que ce soit le quidam dans la rue ou le partenaire ou l'enfant, peut devenir le complice de cette jouissance, la plupart du temps à ses dépens. Ce que nous dit Barbara, notre auditrice, c'est qu'elle a appris à les reconnaître, ces personnes perverses. Vous en pensez quoi, vous ? Est-ce qu'on peut les voir arriver ? Barbara a l'intuition, déjà, de se demander si les pervers narcissiques ne seraient pas des névrosés ou des psychotiques qui s'ignorent. Et j'aime beaucoup la formule qu'elle emploie, selon laquelle sa mère n'est pas capable d'entrer en relation autrement qu'en faisant usage de manipulation et de séduction. Barbara, là, repère un fonctionnement, un usage. Ici, la manipulation et la séduction en tant qu'habillage, en tant que modalité essentielle d'un lien à l'autre qui serait sinon peut-être trop persécutant, dévorant ou déstructurant. Comme si, au fond, cette perversion venait voiler, voire remplacer la vérité d'une structure psychique. Et je pense que pour la plupart des personnes estampillées pervers narcissiques, il s'agit en effet soit d'une névrose, soit d'une psychose. Des névrosés qui ont des traits pervers, ça court les rues. Moi-même, je peux avoir une petite tendance sadique avec mes amis. Et d'ailleurs, parmi ces amis, certains sont plus clients que d'autres de cette fâcheuse habitude que j'ai prise. En fait, c'est tous ces petits moments où on dénie à l'autre son humanité, son altérité pour le réduire un court instant à l'état d'objet de notre jouissance. En fait, qui n'a jamais fait ça sérieux ? Dans les cas les plus emblématiques, on a la tendance du prank sur Internet, qui signifie farce et qui consiste à faire croire quelque chose de faux à un de ses proches. Forcément, c'est un moment de pure inégalité où l'un se délecte de l'angoisse de l'autre, puisque les pranks sont souvent assez malveillants. On se souvient de Hanouna qui avait fait croire à un de ses chroniqueurs qu'il avait tué quelqu'un et qu'il fallait qu'il vienne l'aider à enterrer le corps. Si ça, c'est pas un peu pervers ? Mardi, est-ce que ça soigne la perversion ou est-ce qu'on est un peu condamné à être un pervers toute sa vie ? En fait, à mon avis, pour les personnes perverses, c'est des personnes qui semblent ne pas pouvoir fonctionner autrement, qui sont toujours dans cette logique où l'autre est annihilé, c'est la condition sine qua non de leur existence à eux. C'est une logique de c'est moi ou l'autre. Mais parfois s'entrevoit une brèche, une faille, une forme de perplexité. Et si on sait prêter attention aux détails, on décèle parfois des signes de paranoïa ou de mégalomanie qui les trahissent. J'ai d'ailleurs eu un ex-amoureux de ce genre-là, très manipulateur, très séducteur, rabaissant puis revalorisant, alternant disparition inquiétante et réapparition plus amoureux que jamais. Le genre qui fait que l'on se sent comme une poupée de chiffon entre les mains d'un enfant capricieux. Je n'avais pas encore entamé mon cursus de psycho, mais j'avais déjà une grande curiosité pour le psychisme humain, et au-delà de ma responsabilité subjective certaine dans l'enfer de cette relation amoureuse, j'avais perçu une forme de paranoïa chez cet homme, une tendance complotiste. Il restait éveillé toute la nuit, il ingurgitait des informations du monde entier, il avait même développé une faculté d'analyse de la société assez fine, mais il était aussi clair qu'il ne pouvait faire autrement, que c'était pour lui une manière de ne pas s'effondrer. Mais Mardi, tout de même, si on en revient un peu à la question que nous posait Barbara, ce qu'elle dit aussi et ce que disent les nombreux témoignages de victimes de pervers narcissiques, c'est justement ça la difficulté pour l'entourage, la souffrance subie et infligée par l'autre, par le pervers. Oui, trêve d'empathie pour celles et ceux qui en seraient dépourvus. Au fond, quand un pervers narcissique s'adresse à un psy, quand il est contraint d'en rencontrer un, parce que ses actes troublent sa sécurité ou celle des autres, quand il se retrouve dans une situation où il doit rendre des comptes à une institution, que ce soit la police, la justice, la protection de l'enfance et j'en passe. L'idée est de trouver comment ce sujet peut se responsabiliser d'une manière ou d'une autre. Eh bien, certains pervers ne le peuvent pas. Et s'ils le peuvent,
Peut-on encore parler de perversion quand enfin il y a un accès à une faille, à une douleur, un regret, un manque, une aspiration, un doute ou encore un idéal, un ras-le-bol ou une envie de comprendre? C'est tout ça qui nous importe et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous rencontrons plus souvent l'entourage de ces personnes que le dit pervers narcissique. J'ai l'impression, Mardi, que le sujet de la perversion, il est hyper large, hyper complexe à aborder et j'espère qu'un jour on aura l'occasion d'y consacrer d'autres épisodes, je pense que c'est important. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine. Salut! Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.